Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui connectés avec Cécile Olivier que je vous présente, qui est la rédactrice en chef d'AEF Info, pour un nouveau débat dédié cette fois à l'orientation, les propositions des régions, tout ce que nous pouvons faire ensemble. Alors pendant une heure, nous allons faire le tour de France des initiatives et des solutions qui sont proposées par les régions. Je salue donc notre partenaire AEF Info. Je salue également La Tribune, notre partenaire à chaque fois pour la controverse des régions. Et Cécile, pour commencer peut-être, deux mots de pédagogie pour ce débat, pour poser un petit peu le débat. La loi Avenir professionnel a donné de nouvelles compétences aux régions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est véritablement et le concret sur le terrain ? Alors, la crise Covid a un petit peu perturbé la mise en place de ces nouvelles compétences entre État et région concernant l'orientation. Mais je crois que tout le monde s'est un peu lancé dans la création de projets et d'initiatives. Et ce sera l'occasion de faire un peu le bilan aujourd'hui avec les initiatives qui seront présentées. Alors, on va commencer tout de suite notre débat. Je vais vous présenter Sophie Cruz qui nous attend, les conseillères régionales et présidente de l'Agence de l'orientation en Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que vous êtes avec nous, que vous nous entendez bien. Avant de vous laisser la parole et avant de commencer notre débat, je vous propose de regarder ensemble l'un des nombreux exemples d'aide qui est fournie par la région. Il s'agit du bus de l'orientation. Il sillonne le territoire à la rencontre du jeune public. Regardez. Oui, Odile ? Odile ? Le bus de l'orientation, c'est un projet qui a été mis en place en novembre dernier, en 2020. Et on a commencé par se rendre dans tous les collèges et lycées qui nous ont fait la demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est allé à la rencontre des collégiens et lycéens pour les aider à se renseigner sur l'orientation. Et depuis fin avril, on se rend plus à la rencontre d'un public adulte avec des missions locales, Pôle emploi, aussi pour promouvoir des secteurs. Voilà, c'est un peu plus destiné à des jeunes adultes ou des personnes en recherche d'emploi. Alors aujourd'hui, l'action, c'est de promouvoir deux métiers, celui d'infirmière et aide-soignant. On a été contacté pour mettre en place cette journée avec l'IFSI, qui est un centre pour former les futurs infirmiers et aides-soignants. Donc voilà, on va promouvoir ces deux métiers. Il y a de la découverte sur les casques verts de ces métiers-là. On fait des petites recherches sur les tablettes et puis ensuite ils se rendent dans l'école pour avoir une idée concrète de ces études. J'avais fait un bac pro service à la personne et au territoire. J'ai pas mal bossé du coup en maison de retraite. J'ai entendu parler de cette journée d'information. Et moi, j'avais prévu, dans tous les cas, de me rapprocher de ce milieu-là dans tous les cas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'y rendre et voir ce que ça donne, quoi. On a fait une petite visite, on a vu les locaux, là où ils font des travaux pratiques. Il y a pas mal d'équipements sur place. Puis le personnel a l'air assez bienveillant. Donc, franchement, très bonne IFSI, je pense. Je vais m'inscrire pour la formation d'aide-soignant. Et bon, là, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut rendre le dossier maximum demain, mais au pire des cas, je le passerai l'année prochaine, on verra bien. On va retrouver Sophie Cruz qui nous attend. Vous êtes conseillère régionale, présidente de l'Agence d'orientation Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci de participer à notre controverse, à notre débat. Je suis avec Cécile Olivier d'AEF Info. On va vous poser quelques questions. On l'a vu dans ce reportage, l'essentiel c'est de la proximité, c'est le service, c'est le désenclavement. Comment vous faites au quotidien ? Tout d'abord, je voudrais repréciser ce qu'est l'agence de l'orientation avant de dire ce que l'on fait au quotidien et repréciser la forme juridique que nous avons choisie. On aurait pu, lorsqu'on a récupéré la mission d'orientation, faire de l'entre-soi et penser uniquement région.
Et ce qu'on a voulu faire, c'est associer tous les acteurs de l'orientation. C'est la raison pour laquelle on a créé une agence sous forme associative. Et donc, dans notre conseil d'administration, nous avons à la fois l'éducation nationale, mais aussi d'autres acteurs de la formation. On a des maisons familiales rurales, on a des écoles de production, on travaille aussi avec les branches professionnelles, avec les chambres consulaires et bien évidemment la région, mais également on a associé les départements. Et donc, on s'est dit que l'orientation, on allait la réfléchir tous ensemble parce que tous ces acteurs sont impliqués dans l'orientation des jeunes. Pour en revenir à votre question qui concerne plus directement le bus et effectivement la proximité qu'on a voulu donner, on n'a pas voulu attendre que les jeunes viennent vers nous et on a voulu aller vers les jeunes et le bus nous semblait la solution idéale. Et parce que le bus, c'était d'abord une innovation territoriale, ça permet de se déplacer, d'aller sur l'ensemble des territoires. Je vous rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 70 000 km² et 80% de nos territoires est un territoire rural. Et on voulait toucher l'ensemble des jeunes, et donc le bus nous a semblé une belle innovation. C'est aussi une innovation... Oui ? Justement, madame, comment choisissez-vous les lieux précisément où vous allez installer votre bus? Quel public ciblez-vous précisément? Donc, deux types de publics. Tout d'abord, les collèges et les lycées. On travaille en étroite relation avec le rectorat qui nous a mis en relation, qui a informé l'ensemble des collèges et des lycées de l'existence du bus. Et donc, ce sont les collèges et les lycées qui nous sollicitent pour recevoir ce bus. Et la liste d'attente est assez longue et on pense monter en puissance. En fait, on a 2 bus sur la région avec 2 équipes de 2 personnes. Et on est en phase de recrutement pour pouvoir avoir une 3e équipe, tellement la demande est forte. Oui, Sophie Cruz, c'est vrai que le bus, c'est une excellente idée et qui est pratiquée également dans d'autres régions. On va voir quelques images, si vous voulez bien, notamment à La Réunion. Ça s'appelle la caravane de la jeunesse. Donc, ce n'est pas un bus, mais une caravane. Et ce bus sillonne les quartiers prioritaires pour toucher les plus jeunes. Donc, on le voit, c'est pratiqué dans de très nombreuses régions. Moi, la question que j'avais envie de vous poser également, c'est comment est-ce que vous faites pour faire de la coordination au jour le jour, quand on sait qu'avec l'éducation nationale, avec les régions, c'est jamais très simple. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelles seraient les pistes à améliorer? Ben justement, le fait qu'on travaille ensemble au sein de l'agence fait qu'il y a une très bonne coordination avec l'éducation nationale. Comme je vous l'ai dit, l'éducation nationale a informé l'ensemble des collèges, des lycées de l'existence du bus. Et aujourd'hui, en région Auvergne-Rhône-Alpes, ça fonctionne très bien avec l'éducation nationale, justement parce qu'en amont, on a créé en quelque sorte cette coopération qui fait que les choses fonctionnent très bien aujourd'hui avec l'éducation nationale. Alors après, certains chefs d'établissement peuvent parfois être un peu réfractaires, mais c'est à nous d'aller les voir, de les rencontrer et leur expliquer en quoi consiste notre démarche. Mais en ce qui concerne le bus, en tout cas, le taux de satisfaction est de 100%. Cécile Olivier, une question pour vous. Quand vous dites que certains chefs d'établissement sont réfractaires, c'est parce qu'ils ne sont pas informés du fait que les régions ont ces nouvelles compétences? Comment les convaincre justement de l'utilité de ce que vous proposez? C'est tout simplement en dialoguant et en discutant. Effectivement, ils peuvent ne pas être au courant ou ça peut ne pas correspondre à leur projet d'établissement. Et donc, c'est à nous d'aller les voir. Et puis ensuite, le bus a un tel succès. C'est vrai que ça fait un petit peu boule de neige. Et le bouche à oreille aussi fonctionne très bien. Sophie Cruz. Entre chefs d'établissement. Peut-être vous pouvez nous parler également, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé d'une école, l'école TUMO. C'est quelque chose qui pourrait intéresser, je pense, l'ensemble des régions. Je sais que ça se fait en Normandie et dans votre région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et également le développement que vous connaissez aujourd'hui dans votre région?
Alors, la Normandie, c'était la forme associative de l'agence. En fait, l'école TUMO, il en existe deux en France, une à Paris et une à proximité de Lyon. Ce sont des Arméniens qui ont inventé ce concept d'école. L'idée, c'était de se dire que le numérique, aujourd'hui, est présent dans l'ensemble des métiers, et c'était de faire découvrir le numérique à l'ensemble de nos jeunes. Et là encore, pas simplement les jeunes urbains, mais aller aussi sur les territoires pour s'initier au numérique. Là, le côté novateur de cette école, c'est qu'elle est réservée aux 12-18 ans, qu'elle est gratuite et que que les enseignements qui sont dispensés le sont pendant des temps parascolaires. Donc, ce n'est pas une formation diplômante. On initie les jeunes par une méthode pédagogique très innovante, puisqu'il y a beaucoup d'autonomie, il y a de la gestion de projet entre les jeunes, et ils vont pouvoir s'initier au numérique. Et quand on pense au numérique, on pense souvent à des matières scientifiques, on pense à la robotique, on pense au codage, et effectivement, ça existe dans les modules de formation, mais on va voir comment le numérique s'intègre, par exemple, à la modélisation 3D, à la production cinématographique, à la musique. Et c'est montrer qu'il y a aussi du numérique dans les arts et pas simplement dans la technologie. Et les jeunes vont donc s'initier à l'ensemble des formations que nous proposons. Elles sont 8, et ensuite vont pouvoir choisir 3 domaines dans lesquels ils vont pouvoir se spécialiser, et c'est donc les initier à la matière numérique de manière extrêmement ludique. On va le voir, hein. Merci beaucoup Sophie Creuse. On va le voir que le numérique a une place très importante, on va le voir tout au long de notre émission et de nos débats. Merci encore une fois Sophie Creuse d'avoir participé aux controverses des régions. On va passer à la deuxième thématique, découvrir les métiers pour mieux choisir sa formation. Je salue Manuelle Martin qui est également en visio avec nous, vice-présidente en charge de l'éducation, des lycées et de l'orientation dans les Hauts-de-France. Bonjour Manuelle Martin, j'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. Et Jean-Yves Guéant, aide-soignant et ambassadeur des métiers proches orientation. Bonjour à tous les deux. Et avant d'attaquer notre débat, cette question évidemment qu'on se pose tous en famille, que faire plus tard ? Évidemment, les ados, les parents, tout le monde se pose cette question. Proche orientation et la région Hauts-de-France vous propose de passer encore une fois par le digital pour y voir plus clair. Le digital, c'est vraiment un métier d'avenir et je crois que les jeunes peuvent se mettre dedans et qu'en plus, il y a un panel de professions assez large et puis c'est passionnant en plus. Je m'appelle Virginie François, je suis experte en marketing digital dans les nouvelles technologies. Je vous laisse mettre le casque. C'est-à-dire que je réalise pour mes clients tout ce qui est visite virtuelle, réalité augmentée. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la diversité de mes clients et tout ce que ça m'apporte. Je me suis inscrite à Proche Orientation parce que j'ai un fils en seconde et j'ai pris conscience de l'importance de l'orientation qu'il devait commencer à choisir déjà à 15 ans. Si tous les professionnels se mobilisaient pour faire ce que moi j'ai décidé de faire et de m'investir cette année, je crois que ça changerait peut-être la donne au niveau de certains étudiants qui sont vraiment paumés, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Pour les élèves, je pense que ça leur permet de découvrir donc, ces métiers du numérique et de pouvoir donc, mieux appréhender les enjeux qui en découlent en fait. Ça nous aide, ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait faire plus tard. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter, donc ça m'a beaucoup aidé et je pense que maintenant ça me donne des idées plus concrètes. Connectez-vous sur procheorientation.fr pour devenir un ambassadeur des métiers. On retrouve nos deux débatteurs, Manuelle Martin et Jean-Yves Guéant. Question Manuelle Martin, je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de l'éducation, des lycées et de l'orientation dans les Hauts-de-France. On l'a vu, le numérique, évidemment, il faut passer par là pour toucher les jeunes. C'est ça qui a déclenché chez vous dans les Hauts-de-France l'envie de créer notamment ce qu'on vient de voir et le bus Proche Orientation et tout ce qui est mis en place doit aider à tout ça. Tout à fait, le numérique est un élément indispensable de notre vie du quotidien, mais l'objectif de Proche Orientation est surtout d'être en proximité dans l'orientation de nos jeunes. Et M. Guéant, qui est un ambassadeur des métiers, en parlera bien mieux que moi. Nous avons voulu, au travers de Proche Orientation, mettre des professionnels des métiers en proximité et qu'ils puissent être en lien direct avec les équipes éducatives dans les établissements scolaires pour justement venir échanger dans les classes avec les jeunes, mais aussi la proximité permet aux jeunes d'aller dans l'entreprise ou d'aller rencontrer en dehors du système scolaire le professionnel qui peut parler de son métier
l'important est vraiment de faire en sorte que le jeune puisse être le mieux informé dès le collège sur l'orientation qu'il souhaite choisir et pouvoir confirmer ce choix d'orientation. Manuel Martin, j'ai vu que vous êtes sur le terrain et donc en route. J'imagine que vous allez voir aussi certainement des jeunes adultes ou des jeunes enfants en tout cas pour parler orientation au collège, lycée, bien évidemment. Jean-Yves Guéant, qu'est-ce que c'est Proche Orientation et quels sont les domaines de développement que vous souhaitez mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors moi, Proche Orientation, j'y suis arrivé, c'est surtout, avant tout, pour présenter notre métier. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que l'orientation... j'ai l'air d'être bloqué. Allez-y, on vous entend bien, Voilà, donc l'orientation dès la 3e, c'est important que nous, on apporte et on répond aux questions, justement, de ces élèves, parce qu'on s'est aperçu, enfin, moi, je me suis aperçu... On va peut-être vous retrouver dans une seconde, le temps de rétablir la lésion. Cécile Olivier, vous pouvez peut-être vous adresser à Manuel Martin si vous souhaitez pour lui poser une question. Oui, j'avais 2 questions à vous poser. Comment, à votre avis, on peut améliorer... Je suis désolé, je vais laisser ma caméra couper, je suis vraiment désolé. On reviendra vers vous dans une petite minute. Mais bon, voilà, donc il faut savoir que, en tant qu'ambassadeur, notre objectif, c'est surtout de présenter les métiers, nos métiers, afin que l'ensemble des élèves puissent, à minima, pouvoir choisir leur orientation, pour qu'elle soit une orientation choisie, mais plus subie. Merci Jean-Yves Guéant. Vous restez avec nous, on va essayer de rétablir la liaison dans une petite seconde. Donc je le disais, Cécile Olivier, votre question, Manuel Martin. Oui, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'orientation. On n'entend plus personne. Comment, à votre avis, on pourrait mieux convaincre les entreprises de participer à ce genre d'action pour mieux faire connaître les métiers? Comment les régions peuvent agir sur cela? Tout à fait. Le hasard du calendrier voulait que ce matin, je lançais une instance départementale justement de Proche Orientation dans l'Oise. Et effectivement, je me dirige vers un lycée pour rencontrer des jeunes. L'objectif était de mettre autour de la table de cette instance départementale tous les acteurs du monde économique. Il y avait bien évidemment la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, toutes les organisations professionnels qui nous accompagnent et qui sont les meilleurs relais auprès de leurs adhérents ou de leurs connaissances dans le monde économique. Et il me semble indispensable aujourd'hui de pouvoir justement rapprocher ce monde économique le plus près, de le faire rentrer. On en parle souvent, de le faire rentrer dans les lycées. Et c'est exactement ce que vous dites, c'est que nous devons, avec notre bâton de pèlerin, aller voir toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, il y a au moins une personne, si ce n'est pas plus quand elles sont importantes, qui peut parler de son métier et qui peut concrètement expliquer aux jeunes ce qu'est son métier. Il y a tellement de variations de métiers qu'il nous semble important, alors pas que, mais qu'il nous semble important, bien évidemment, que le professionnel puisse présenter dans le détail son métier, comment il y est arrivé, quelle est la formation pour y arriver, tout un cursus qui bien souvent est un peu flou et complètement flou même pour les jeunes, surtout quand ils sont au collège en 4e ou en 3e. Manuel Martin, est-ce que c'est dur d'aller convaincre les entreprises de rentrer dans l'école pour expliquer les métiers? Pas du tout. La réflexion est plutôt de nous dire enfin. Oui. Enfin, mais qu'est-ce que vous dites, vous, aux entreprises? Vous arrivez encore à leur dire, allez, il faut venir dans les lycées, ou c'est eux qui viennent vers vous? Alors, Proche Orientation commence à se connaître, puisque ça a été lancé avec une période un peu compliquée. L'information et l'orientation, qui est du champ de compétences de la région, est récent, il a quelques années seulement. Nous allons bien évidemment vers les entreprises, elles viennent à nous. Aujourd'hui, dans la région des Hauts-de-France, c'est plus de 1600 ambassadeurs de métiers avec tous les champs possibles et inimaginables qui sont disponibles. Et nous avons autant quasiment de professeurs qui sont aussi sur notre base des ambassadeurs, cette fameuse plateforme Proche Orientation, qui fait que finalement les équipes éducatives sont en lien direct avec le monde de l'entreprise. Ce n'est pas la région qui fait l'intermédiaire. La région, finalement, elle met l'outil à disposition et puis chacun vient piocher ce qu'il recherche. L'important, c'est surtout la proximité pour que justement le jeune qui a des doutes ou qui veut en savoir plus puisse aller rencontrer l'entreprise en proximité et aller dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle doit venir dans l'établissement, mais le jeune, il doit aussi pouvoir aller dans l'entreprise ou dans le commerce ou dans
rencontrer en tout cas le professionnel qui est là pour parler de son métier et présenter son métier. Alors avec Proche Orientation, notamment, Jean-Yves Guéant, vous en êtes l'ambassadeur des métiers de Proche Orientation. Je rappelle que vous êtes aide-soignant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, une rencontre avec les écoliers, avec les lycéens? Qu'est-ce qu'ils vous disent et quel est le rapport que vous avez avec eux? Alors c'est super intéressant parce qu'en fait, au départ, on ne pense pas avoir cette relation avec eux. On a toujours un public divers et varié, parce qu'ils ne sont pas tous identiques. Par contre, on a vraiment des échanges qui sont de manière très transparente. C'est d'abord, je leur fais une présentation de mon métier. Après, souvent, je fais un tour des élèves pour leur demander s'ils ont choisi leur prochaine orientation. Souvent encore, c'est très très mal défini. Et derrière, je fais des échanges, questions-réponses. Donc en fait, je leur dis qu'il n'y a pas de tabou. Ils peuvent poser n'importe quelle question. Ils nous posent des questions sur les salaires, sur les bienfaits. Enfin, ils nous posent vraiment, c'est divers et varié. Ça peut être vraiment de divers et variés. Et moi, en même temps, en tant qu'aide-soignant, connaissant le métier de la santé, je suis médecin, infirmière. Donc ça me permet de pouvoir les conseiller et surtout aussi de leur donner des bonnes informations. En fait, en plus de présenter nos métiers, on essaie de leur faire comprendre aussi que l'enseignement est extrêmement important. Et derrière, moi, je leur informe aussi que s'ils veulent découvrir d'autres professions, ils ont la possibilité avec Proche Orientation de faire une demande de convention pour faire un stage pendant les temps de vacances. Merci beaucoup Jean-Yves Guéant, c'est vrai que la liaison est un petit peu difficile, mais merci de votre témoignage. Manuel Martin, j'allais vous dire que Proche Orientation, ça existe dans les Hauts-de-France, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau national, et notamment par exemple dans la région Île-de-France. Vous avez également les métiers par le numérique, par le digital. Regardez ces quelques images, ça s'appelle Orientation 360, on les a à l'écran. Ça veut dire qu'au niveau national, Manuel Martin, toutes les régions, aujourd'hui, sont mobilisées parce que l'orientation, c'est quelque chose de primordial pour notre jeunesse. Oui, il nous semble très important de se mobiliser. Alors, quand on parle d'orientation, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, l'orientation du jeune reste de la compétence de l'éducation nationale. Les régions se positionnent en information à l'orientation. Elles ont la compétence du développement économique, elles ont la compétence de l'information à l'orientation et donc elles ont le lien finalement entre l'éducation nationale et le monde économique pour permettre de connaître tous les métiers qui existent et de faire connaître tous les métiers. Je voudrais rebondir sur ce que M. Guéant disait tout à l'heure. On voit malheureusement, les statistiques nationales sont là, je crois que c'est 80% des jeunes qui font leur choix avec la famille, avec les parents. Bien souvent, d'ailleurs, c'est les parents qui choisissent pour le jeune. Il est donc très important que l'information ne soit plus subie, mais elle soit choisie par le jeune. Et donc, ces 80%, on doit les inverser. Et finalement, il ne doit rester plus que 20% des jeunes qui s'appuient sur leur famille pour choisir leur orientation. Mais 80% doit choisir lui-même. Le jeune doit pouvoir choisir lui-même son orientation parce qu'une orientation choisie et non subie est une orientation qui ensuite débouche sur un métier et on le sait bien, quand on est content dans son métier, eh bien on est heureux dans la vie et c'est tout l'objectif des régions de faire en sorte que les jeunes soient le mieux orientés le possible. Alors je me permets de préciser sans être trop longue, c'est qu'on doit aussi orienter sur les métiers de demain, les métiers d'avenir et donc le numérique, le digital sont des métiers très importants, mais il n'y a pas que, je pense notamment au grand projet dans la région des Hauts-de-France qui est le canal Seine-Nord-Europe. Nous devons, dès à présent, expliquer aux jeunes quels sont les métiers qui découleront de ce chantier national qui va voir le jour dans la région des Hauts-de-France. Et donc, nous devons aussi leur présenter et le projet et les métiers en ce sens-là. Donc, le champ d'information à l'orientation est très vaste et doit permettre aux jeunes de pouvoir trouver cette orientation choisie le mieux possible. Merci beaucoup Manuel Martin, parce que vous avez fait le lien également avec notre prochain thème et vous parliez de métiers qui sont consentis ou avec la forte pression familiale. On peut peut-être voir juste quelques images de Déborah, ça se passe en Normandie. Déborah, eh bien, elle avait choisi d'être soudeuse de sous-marins. Elle est championne de WorldSkills. WorldSkills, c'est le plus grand concours des métiers du monde. Eh bien, aujourd'hui, elle est soudeuse de sous-marin. Ce n'est pas un métier atypique et pourtant c'était son envie et ce sont des façons d'élargir son horizon
des parcours possibles, toucher aussi les familles pour sortir quelque part des stéréotypes et des déterminations sociaux qu'on peut avoir évidemment tout au long de la vie. Et c'est le cas notamment de la maison de l'Occitanie qui permet de confronter ces idées, de faire tomber quelque part quelques barrières pour mieux se lancer dans la vie. Vous allez regarder ce reportage, nos invités arrivent juste après. Bienvenue à la maison de l'orientation. Que l'on soit scolaire, étudiant, demandeur d'emploi ou salarié, nous prenons du temps pour accompagner chacun et en plus c'est gratuit. La maison de l'orientation m'a beaucoup aidé, notamment sur les CV, les lettres de motivation, parce qu'avant je ne savais pas du tout faire des CV, des lettres de motivation. Je suis venue à la maison de l'orientation pour qu'ils puissent m'aiguiller sur mes recherches et du coup avec le Pass Emploi, ils m'ont aidé à trouver une formation et les financements qui vont avec. Je suis dans une boulangerie et j'apprends le métier de boulanger avec le chef boulanger qui est juste devant moi. Qui nous a rejoint sur ce plateau, Frédéric Alexandre Bailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'ONICEP. L'ONICEP, quelque part, en fait, vous diffusez toute l'information sur les métiers qu'on peut retrouver partout sur le territoire. Et face à vous, Kamel Chibli, bonjour. Vous êtes vice-président éducation, orientation, jeunesse, sport à la région Occitanie et aussi président délégué de la commission éducation, orientation de Région de France. Merci à tous les deux d'être avec nous. Peut-être Kamel Chibli, peut-être un mot pour rebondir un peu sur le reportage qu'on vient de voir. On casse les barrières parce qu'on veut arrêter ces questions de stéréotypes et ouvrir pour des métiers différents auxquels on ne pensait pas forcément. Oui, il faut lutter contre les stéréotypes, lutter contre le déterminisme social et casser ces fameuses barrières qui sont parfois existantes ou inexistantes, mais dans l'inconscient de beaucoup de jeunes, ça existe effectivement le côté où, parce que je suis issu de tel endroit, je n'ai pas accès à ça, ou parce que je suis en tel lieu, je ne peux pas avoir accès à ça. Et puis ensuite, il y a la question du parcours scolaire, puisqu'effectivement, on a eu tendance à considérer qu'en fonction des notes, des résultats, on est orienté plutôt vers telle voie que vers telle voie. À tel point que depuis des décennies, ce sujet de la valorisation des filières professionnelles, qui est un vrai slogan politique depuis quasiment 30 ans, tous les gouvernements successifs voulaient le valoriser, et la difficulté, on la connaît. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a d'abord un renforcement du rôle des régions, et avec François Bonneau ici, on sait très bien l'attachement qui est le nôtre pour travailler sur cette question-là, de la valorisation des filières professionnelles, mais surtout aussi donner aussi plus de compétences aux régions, parce que là, on se rapproche encore plus des territoires. Je vous rappelle qu'on a la compétence économie. Il faut faire le lien entre l'économie aussi et la formation et l'orientation. Et je crois que c'est, à mon avis, très intelligent de pouvoir considérer qu'il faut se rapprocher des réalités locales et des bassins d'emploi, puisque chaque bassin d'emploi a des spécificités. Sinon, quels sont les risques dans les prochains mois, vu le contexte que l'on connaît aujourd'hui ? Le risque, c'est le déterminisme social, c'est avoir une France coupée en deux, qui l'est déjà un peu, c'est avoir des jeunes qui considèrent qu'ils n'ont pas d'issue, pas d'avenir, si ce n'est celle que certains leur prédisent. Et puis il y a la réalité aussi de la problématique que l'on connaît, c'est la problématique des recrutements. Vous savez tous qu'on a des situations d'emploi en tension, des métiers aujourd'hui qui nécessitent d'avoir des recrutements locaux. Alors certains vous disent oui, mais on va chercher des employés à l'étranger, des ouvriers à l'étranger sur certains métiers. Mais en même temps, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui effectivement pour leur valoriser ces métiers et faire en sorte que certains jeunes puissent s'insérer dans la vie active? Et je vois que tout à l'heure vous faites référence aux WorldSkills. Oui. Quel parfait exemple de ce qu'on peut imaginer en termes de valorisation des métiers. Nous y étions un certain nombre des régions de France, toutes les filières, il y avait je crois une 60aine de métiers représentés. Voilà, ce sont des métiers aujourd'hui auxquels... C'est ce qui permet de donner du goût. Bien sûr, mais je crois qu'il faut donner de l'envie, il faut donner de l'envie aux jeunes. Donc il y a aussi la question des filières, comment elles valorisent leur propre métier. Il y a ce que peuvent faire les régions et comment on peut y aller. Mais il y a aussi ce que peuvent faire les branches professionnelles et les métiers. Et là, j'entends un petit appel du pied en leur disant quelque part, bougez-vous. Quoi. Oui, bougez-vous. On le fait avec eux, mais disons qu'il faut les accompagner. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas suffisamment de jeunes qui arrivent dans certaines activités. Et en même temps, on faisait tout à l'heure une petite référence à la publicité de la Marine nationale, qui a fait une sortie, un super film pour valoriser leurs différents métiers. Voilà, c'est un exemple en tout cas. Et je pense qu'on a beaucoup à faire là-dessus.
Alors, Frédéric Alexandre Bailly, je vais laisser Cécile Olivier vous poser quelques questions. Simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle de l'ONICEP, s'il vous plaît? Oui, l'ONICEP, c'est un opérateur national qui, d'une part, a la charge d'avoir les bases de données sur l'ensemble des formations initiales, de façon à pouvoir offrir à l'ensemble des acteurs qui en ont besoin les informations sur ce qui existe en termes de formation, qui, d'autre part, a une activité éditoriale, que ce soit sous forme de livres ou imprimés ou que ce soit sous forme de sites pour donner de l'information sur l'orientation, et qui, enfin, a une activité pédagogique d'accompagnement à l'orientation. De quelle manière vous pouvez, quels sont un peu vos liens avec les régions? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter pour que les régions puissent bâtir justement leurs actions d'information sur l'orientation? Alors, le premier lien qu'on a avec les régions, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2018, on a transféré une partie de nos compétences aux régions, de façon à ce que les régions puissent être au plus près du terrain, notamment des besoins des employeurs, et donner des informations très précises sur les prospectives, la prospective en termes d'emploi dans les territoires où sont les jeunes. Donc la première relation qu'on a avec les régions, c'est qu'on leur donne les données qui concernent leur territoire, de façon à ce qu'elles puissent s'en saisir et les éditorialiser comme elles veulent pour communiquer avec les jeunes. Et puis le deuxième type de relations sont des relations partenariales. Et au-delà des régions, moi j'ai coutume de parler d'écosystème régional de l'information et de l'orientation. C'est le fait de travailler ensemble. On a gardé des délégations régionales dans chaque région. C'est le fait de travailler ensemble entre les régions académiques, les régions, l'ONICEP et l'ensemble des partenaires. Alors il y a les partenaires économiques que Kamel Chibli citait, mais il y a aussi des associations qui interviennent pour aider les jeunes qui sont les plus éloignés des études et de l'orientation. Donc travailler avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir avoir une action qui soit la plus efficace possible. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le Printemps de l'orientation, qui est une opération qu'on mène ensemble avec une deuxième édition cette année dont on attend beaucoup. Cécile, une question pour Kamel Chibli? Est-ce qu'il n'y a pas, quel est l'impact selon vous de la crise Covid sur l'ambition des élèves, qui est peut-être rend encore plus difficile l'accès aux élèves? Comment vous voyez un peu avec ce Printemps de l'orientation qui vient, comment vous pouvez remobiliser un petit peu toutes ces actions à la suite d'une jeunesse un petit peu fragilisée par cette période de crise? C'est une vaste question, hein. La réponse n'est pas facile puisqu'on est en plein dedans encore. Je crois que nous, collectivement, les régions, on est vraiment avec l'ensemble des partenaires, hein, bien sûr, qui a été cité par la directrice, on est au cœur en ce moment du sujet de travailler avec nos jeunes dans les établissements scolaires. Cette nouvelle compétence aussi qui nous permet d'aller dans les collèges, parce qu'il faut quand même traiter le problème à la source et notamment aller voir les jeunes dès le plus jeune âge, si j'ose dire, en tout cas quand ils sont en situation de réfléchir à leur insertion ou à leur questionnement sur qu'est-ce que je dois faire. C'est sûr que la période du Covid, elle a perturbé parce que d'abord, il y a une problématique d'avenir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et puis, il y a la problématique de l'envie aussi, de susciter aussi l'envie de certaines, intéressamment à certaines filières, à certains métiers qui jadis étaient assez appréciés, assez pourvus et qui aujourd'hui le sont moins. Donc, c'est une réalité pour nous. Et c'est une difficulté quand on a des régions comme les nôtres touristiquement fréquentées, quand on a des problématiques de recrutement dans des stations de sport d'hiver ou dans le littoral méditerranéen pour nous. C'est une problématique puisque les filières professionnelles viennent nous voir en nous disant mais comment on fait? On a des difficultés. Donc, c'est un souci majeur qu'on peut avoir. Effectivement, à l'échelle décentralisée régionale, c'est pertinent parce qu'on peut organiser des choses vraiment collées à la réalité. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on travaille sur cette valorisation des filières dès le jeune âge. À mon avis, il va falloir faire du cas par cas, clairement. Sur une... ça veut dire cas par cas. Ça veut dire qu'il faut aller au-devant des jeunes, des élèves, pour aller leur présenter les différents métiers, les intéresser, leur donner cette information. Elle est faite. Je ne dis pas que ce n'est pas fait, puisque l'ONICEP fait son travail. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est ce qu'on est très attaché avec la présidente Carole Delga, c'est la question du aller vers. C'est-à-dire aller vers les établissements scolaires. Je ne dis pas juste discuter, puisque ça se fait déjà, mais présenter les métiers physiquement. Alors, on parlait des stages. Vous savez qu'il y avait un sujet sur la question du stage de troisième qui est vécu pour... Qu'est-ce qu'on fait des stages de troisième? Ils sont là peut-être pour... On sait très bien que la première expérience dans la vie professionnelle, entre guillemets, c'est le stage de troisième et qui, parfois, vous n'avez pas les bons réseaux, les bons contacts, mais vous n'avez pas de stage, etc. Donc ça, par exemple, nous, on a relancé avec un dispositif ANI, une plateforme qui permet de créer, de laisser la possibilité aux entreprises d'être dans cette démarche-là, et des jeunes, et on fait le lien, on fait ce qu'on appelle, on fait matcher les jeunes qui ont besoin de stage, et les entreprises qui sont en demande de stagiaires. Donc voilà, c'est un exemple, mais je pense que le problème, il va être
il est assez lourd et assez important, mais il va falloir quelques longs mois avant d'y arriver. Cécile Olivier, vous brûlez de poser une question. Oui, madame. Alexandre. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue sur le fait que peut-être il faut essayer de toucher plus jeunes les élèves? C'est-à-dire peut-être on en parle d'orientation un petit peu trop tard. Est-ce que vous, au sein de l'ONICEP, dans les productions que vous faites, dans les ouvrages que vous proposez, vous avez aussi cette réflexion pour essayer d'aller toucher des élèves plus jeunes, des collégiens, tout début du collège? Oui, et je vais peut-être vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, on a des heures dédiées à l'orientation à partir de la 4e, hein, donc on a déjà bien une prise en compte de l'importance d'en parler aux collégiens. Mais moi, je pense qu'il faut remonter plus loin, et que quand on a commencé à parler de notre programme à venir à des gens de terrain, ils nous ont dit non, mais il faut commencer en 6e, c'est important de venir tôt. Et pourquoi? Parce que si je peux me permettre de répondre à la question que vous avez posée à Kamel tout à l'heure, je crois que ce qu'on a tous appris, et les jeunes avec nous, avec la crise sanitaire et maintenant avec la guerre en Ukraine, c'est que tout peut arriver. Et ce sentiment-là, il permet de penser que ce qu'il faut donner aux jeunes, c'est la capacité à se sentir plus en confiance et à être capable de rebondir plusieurs fois en fonction de ce qui va se passer. Parce qu'une conséquence immédiate de la crise sanitaire, c'est un désir de réindustrialisation. Et si on veut réindustrialiser et être souverain sur un certain nombre de secteurs, il faut qu'on ait suffisamment de main-d'œuvre qualifiée sur les secteurs où on veut produire sur le territoire national. Et pour faire ça, il ne faut pas penser uniquement sur le court terme en se disant il faut adapter les formations, il faut que les jeunes aient envie d'aller dans tel secteur. Il faut leur donner les moyens d'aller avec confiance sur une étape, en sachant qu'il y aura d'autres étapes et que les choses changeront. Et ça se travaille même avant la 6e. C'est pour ça qu'on a envie de travailler sur les plus jeunes, et on commence à avoir des expérimentations sur le premier degré, parce que tout ce qui relève de ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, et qui vont permettre aux jeunes d'avoir une orientation tout au long de leur vie pour s'adapter, pas seulement au premier emploi, pas seulement trouver le stage de 3e, mais trouver ensuite les emplois suivants, ça s'acquiert très très jeune. Et c'est élargir les horizons des jeunes et leur permettre de regarder la société qui est autour d'eux en termes d'opportunités et pas en termes de crainte. Kamel Chibli, pour rebondir également sur ce que disait à l'instant notre invité, l'une des thématiques de notre débat, c'est tout ce que nous pouvons faire ensemble. Vous êtes prêts tous à travailler ensemble et essayer de se tendre la main les uns les autres? Je parlais à l'UNICEF, à l'Éducation nationale, vous sur le territoire. Comment ça marche? D'abord, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on y aille, quoi. Il ne faut pas qu'on soit sur des guerres de chapelle, quoi. Il faut être honnête. Hein. À un moment donné, éducation, région, même au combat. Qu'est-ce qu'on veut? On veut garantir l'insertion des jeunes dans la vie active et leur permettre d'avoir un avenir, un horizon. À ce compte-là, il faut s'y mettre et coller aux réalités du terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons, c'est les entreprises, c'est les familles, c'est les jeunes, c'est eux-mêmes qui nous... On vous attend, on nous attend. On nous attend, on a aujourd'hui la possibilité d'être beaucoup plus acteurs, et croyez-moi, François Bonneau, il reviendra sûrement tout à l'heure, croyez-moi, on va pas attendre, hein. On va y aller, on va foncer. Voilà, on est déterminé à trouver des solutions et travailler en partenariat main dans la main, parce qu'effectivement, il faut qu'on y aille, on a besoin. On ne peut pas s'imaginer dans un pays où il y a vraiment une envie forte, avec des possibilités, un champ de compétences des métiers fabuleux. On a des diversités de métiers extraordinaires qui ont besoin de cette jeune génération. On ne peut pas considérer que ce taux de chômage des jeunes est important, cette problématique d'avenir où certains jeunes se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont devenir, alors qu'on a des possibilités de création d'emplois et des perspectives d'emploi super intéressantes sur le territoire national. Ce n'est pas possible. Et la question aussi du déterminisme social dont on parle beaucoup. Vous savez, les régions sont diverses et variées, elles ont des vraies disparités, mais elles ont aussi des richesses et des potentiels extraordinaires. Et des métiers bien différents. Et des métiers en devenir. On a eu des métiers, on a parlé de réindustrialisation. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Est-ce qu'on a une capacité de recréer l'outil industriel? Parce que l'outil industriel, il y a la possibilité, mais il faut qu'on ait l'emploi derrière. Et ça nécessite effectivement l'accompagnement. C'est ce qu'on fait déjà dans un certain nombre de sujets, la formation professionnelle d'une part, mais pas que. Mais c'est vrai que l'économie, en tout cas, ça reste aussi une compétence majeure des régions. Et croyez-moi, la réalité par bassin d'avis, par intercommunalité, on l'a aujourd'hui. Et c'est une chance qu'on peut avoir et qu'on peut partager avec l'Éducation nationale. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Alexandre Bailly, directrice générale de l'ONICEP, et Kamel Chibli, vice-présidente d'éducation orientation. Jeunesse et sport à la région Occitanie. On va passer à notre conclusion, notre dernière thématique et notre dernier débat, co-construire une boîte à outils avec les équipes éducatives, qui sera aussi notre conclusion de ce vaste débat. Dans un instant, on va accueillir François Bonneau, qui est le président de la région Centre-Val de Loire, et le président de la commission éducation, orientation, formation, emploi, dont vous faites partie, Kamel Chibli, et Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Mais avant, un petit reportage notamment sur ce qui est fait dans la région Centre-Val de Loire.
Merci beaucoup. Merci. En région Centre-Val de Loire, la décision a été prise de constituer, à partir du mois de septembre 2019, un service orientation. À l'intérieur de ce service orientation, un collectif de 12 personnes dédiées aux questions d'information sur les métiers et sur les formations. Et ce collectif de 12 personnes, il est au cœur d'une expérimentation, puisque le président François Bonneau et la rectrice Katia Béguin se sont entendus pour que 6 des 12 personnes de ce collectif soient mises à disposition par l'Éducation nationale. Voilà, dernière partie donc, et notre conclusion, co-construire une boîte à outils pour les équipes éducatives. Je rappelle nos invités, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire et président de la commission éducation, orientation, formation, emploi, région de France. Bonjour Monsieur le Président. Édouard Geffray, bonjour, vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire. Cécile Olivier, rédactrice en chef de AEF Info, qui est là aussi, évidemment, pour vous poser des questions, et on en a. Parce que vous avez vu, tout au long de ce débat, il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de questions qui se posent sur l'orientation. On a aussi un livre blanc des régions qui a été proposé le 8 mars dernier et qui, du coup, a des propositions pour l'avenir. François Bonneau, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, l'orientation, c'est le fait majeur pour les régions pour demain? Bien évidemment, c'est le fait majeur pour les régions, mais c'est un fait majeur porté à un niveau jamais observé dans un grand débat national qui est celui des élections nationales, présidentielles et législatives. On n'a jamais vu le sujet de l'orientation porté à ce niveau. Et ça n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que, à l'évidence, il est essentiel d'aider nos jeunes à un moment d'accélération des mutations, mutation des métiers, mutation économique, mutation sociale, d'aider nos jeunes à se forger progressivement une représentation du monde de demain, du monde des métiers, du monde professionnel, des activités. C'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, et on ne peut pas rester sur ce constat de la complexité. Il faut créer des situations qui existent, François, qui existent aujourd'hui. Quand on regarde l'écart qu'il y a entre ce que choisissent spontanément les jeunes, comme grand secteur, on a vu la difficulté des filières technologiques, alors qu'elles sont porteuses d'avenir. Ce que choisissent spontanément les jeunes et la manière dont on peut profiler des emplois de demain, on voit bien que les connexions se font très difficilement. Et qu'il nous faut mettre ce sujet de l'orientation, et pas au niveau du choix d'orientation, au niveau de l'éducation à l'orientation, mettre cet élément-là au cœur à la fois du processus éducatif et du travail de l'éducation nationale, mais au cœur également de la vie économique. Les entreprises qui aujourd'hui nous disent « on ne trouve pas, mais il faut changer les choses, etc. » doivent aussi prendre leur part, et quand on va évoquer un certain nombre d'outils, nous viendrons là-dessus. Cécile Olivier. Monsieur Geffray, en tant que DGESCO, à votre avis, comment on peut passer justement à cette culture d'enseigner l'orientation, puisque tout le monde est d'accord pour passer un peu à une autre échelle, à un autre niveau d'énergie sur cela. Qu'est-ce que peut dire l'éducation nationale sur cela? Je vais rebondir sur les propos du président parce que je les partage. Processus éducatif et intégration dans la vie économique. C'est-à-dire, on ne peut pas scinder les deux en fait. On est sur un continuum, sur un processus à la fois long et lent. C'est un processus de maturation, le choix d'orientation d'un élève, et qui suppose à la fois qu'il puisse connaître, il y a un enjeu de connaissance, de ses propres compétences d'abord, et puis de l'univers qui l'entoure, qui puisse rencontrer, et donc créer les occasions, créer les espaces de discussion, de respiration, de rencontre, etc. Et finalement, assez tôt, dès le premier degré, on peut faire ça. Moi, j'ai une école en tête, en l'occurrence, d'expérience personnelle, qui fait par exemple la semaine des parents, où les parents viennent présenter les métiers. Vous voyez, c'est tout bête, mais on découvre que 30 élèves, c'est 60 métiers différents dans la classe. Et ça se prolonge évidemment au collège. Donc rencontrer les acteurs, et puis évidemment expérimenter soi-même. Quand vous voyez un jeune de 3e ou de seconde qui part en stage, il en rentre toujours transformé. Il a aimé, il n'a pas aimé, il s'est ennuyé ou il s'est passionné.
dans tous les cas, il ressort en disant il s'est passé quelque chose. J'ai rencontré des gens, j'ai vu des métiers, j'ai découvert des métiers qui me passionneraient. Et donc, toutes ces trajectoires-là, elles comptent. Et puis, le dernier point, c'est évidemment aussi, pour nous, en termes éducatifs, susciter ou valoriser les rôles modèles. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de WorldSkills dans la table ronde précédente, sur laquelle on est très investi. Je prends cet exemple parce qu'il est intéressant. On a nommé un référent par lycée professionnel WorldSkills. C'est la première fois qu'on fait ça. Pour que nos jeunes rencontrent les champions WorldSkills, se disent, en fait, lui ou elle, j'ai envie de lui ressembler. Se lancent à leur tour. En quelque sorte. Exactement. Et confiance. Et puis, du coup, derrière, se créent des vocations. Et vraiment, c'est ça pour moi. C'est connaître, rencontrer, expérimenter et avoir des rôles modèles. Est-ce que vous pensez que les équipes pédagogiques au sein des établissements scolaires acceptent un peu la présence des entreprises, ou est-ce que l'accompagnement par les professeurs, par les principaux, par les proviseurs, comment vous, Éducation nationale, vous pouvez aussi accompagner ces équipes pédagogiques dans cette transformation? Alors je pense qu'il y a un chemin énorme qui a été parcouru dans ce domaine, qui correspond aux mutations culturelles que le président évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'orientation est devenue un enjeu majeur, à la fois parce que l'univers professionnel s'est objectivement à la fois ouvert et complexifié, et en même temps aussi parce qu'on est de moins en moins, enfin on a des jeunes qui pensent de plus en plus leur carrière, non pas comme un tunnel, mais comme une étoile. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils feront peut-être 4, 5, 6 choses différentes dans leur vie, là où auparavant, grosso modo, on avait une vocation, souvent un peu dictée par la famille. Bon, ma foi, ça marchait bien. Et donc l'éducation nationale, évidemment, s'adapte à cet environnement. Et les professeurs aujourd'hui sont très demandeurs de ça. L'université école entreprise en a été un signal très fort. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui se sont mobilisées, qui ont suivi les WorldSkills, etc. Enfin, tout ça montre qu'en fait, il y a un besoin, entre guillemets, il y a un besoin d'entreprise, un besoin de connaissances d'entreprise. Donc après, il faut créer là aussi les occasions. Occasions de rencontres, d'abord. Et les stages des élèves ou les périodes de formation en milieu professionnel sont une occasion aussi pour les professeurs d'être en contact avec l'entreprise. Et puis occasion de formation, on a des rencontres par exemple enseignants-entreprises qui fonctionnent très bien, tout simplement parce que derrière ce sont des professeurs qui vont partir quelques jours, quelques semaines, découvrir notre univers. François Bonneau, si on ouvrait la boîte à outils qui est proposée notamment par Région de France dans ce livre blanc qui a été remis, vous êtes face à face en quelque sorte, mais il y a du dialogue. Qu'est-ce que vous auriez envie, main dans la main? Exactement, exactement, monsieur Geffray. On a le même horizon, hein, c'est celui de faire en sorte que dans cette société de la compétence, nous puissions être le pays où les compétences, au moment de la formation initiale avec des choix positifs, mais aussi cette éducation à l'orientation, c'est un processus continu tout au long de la vie. Ils auront en effet, nos jeunes, à le mettre en œuvre pour garder ces compétences, pour évoluer d'un secteur à l'autre. Donc ce qu'ils acquièrent aujourd'hui comme posture pour comprendre le monde économique, pour anticiper, pour chercher les relations entre leurs personnalités, parce que ça joue la personnalité, les intérêts, etc., et ce monde économique, c'est quelque chose de continu. Alors, boîte à outils. Allez, moi, je me lance. On connaît les classes vertes, c'est très sympa, c'est très intéressant. Moi, je fais le pari que si nous avions demain des classes de découverte du monde économique, ce serait complètement passionnant. Et on peut trouver des secteurs professionnels qui vont investir ça et qui vont proposer. Pas venir et puis observer et foutre le camp. Non. Préparer avec les enseignants dans le cadre des programmes, préparer des observations, rentrer en dialogue, etc. Première proposition, ça me paraît tout à fait fondamental. Ce que vous disiez à l'instant, je crois fondamental. Le stage de troisième est d'une grande richesse. On n'en voit pas d'ailleurs immédiatement la force chez le jeune, mais progressivement, c'est quelque chose qui va cristalliser. Moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse le reproduire à nouveau sur la classe de première. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 années de maturité suffisante, qu'en effet, ce qui a été observé a fait son chemin, que le jeune, dans le secteur qu'il avait choisi, ou dans un autre secteur, a une autre maturité, il est au lycée, il sait qu'il va y avoir, avec le choix de la terminale qui est important, des choses qui vont commencer à ancrer, ce serait très intéressant. Donc, c'est une deuxième proposition. La troisième proposition, c'est ce que nous commençons à mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle responsabilité des régions sur l'orientation, c'est faire en sorte que le monde économique, au lieu de porter un regard finalement critique par rapport à l'éducation en disant « vous devriez nous vous apporter, vous devriez, etc. », prenne complètement sa part et qu'on puisse avoir à l'échelle des collèges, mais aussi à l'échelle des écoles parfois, à l'échelle des collèges, à l'échelle des lycées, qu'on puisse avoir vraiment des professionnels complètement prêts à cet accueil. La découverte d'un laboratoire,
la découverte d'une organisation très marquée par le numérique, la découverte d'une équipe de travail dans laquelle, grâce au collectif, on est de la création. C'est très important. Donc les entreprises constituent véritablement les grandes branches professionnelles, territoire par territoire, avec le soutien des régions, puissent se projeter vers ces collégiens, puissent se projeter vers les lycées. Voilà et puis tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les orientibus. C'est sur le terrain, c'est du concret. Ce que j'ai créé en casques virtuels en centre Val-de-Loire, avec en effet ces projections exceptionnelles qu'on met sur les places des villages, etc., pour que les jeunes élargissent leur imaginaire, pour qu'ils aient envie d'eux. Cécile Olivier. Alors, toutes ces actions, elles sont censées être présentées aux collégiens ou aux lycéens dans le cadre d'horaires dédiés dans les établissements scolaires, 54 heures au lycée, un petit peu moins au collège à partir de la 4e. Est-ce que vous avez un bilan à l'Éducation nationale sur la mise en place de ces heures? Est-ce qu'elles sont utilisées? Comment? On avait l'impression qu'au début, il y avait un petit peu une mise en œuvre un peu timide sur l'usage de ces heures. Est-ce que vous avez un bilan sur ça? Alors, on n'a pas forcément de bilan consolidé à l'échelle nationale. D'abord parce que ça a été malheureusement très perturbé par le Covid. C'est-à-dire que quand vous parlez de rencontres, on en parlait il y a quelques minutes, de salons, etc., mécaniquement, le jour où vous êtes obligé d'annuler les 3/4 de vos activités, ça perturbe quand même drôlement. Néanmoins, voilà, en dépit de cet aléa qui a quand même été assez lourd, on voit très clairement que les établissements se sont emparés de ça. Alors, principalement sur le sujet rencontre, c'est-à-dire faire venir ou faire partir les élèves dans des entreprises ou faire venir des chefs d'entreprise pour en parler. Donc ça, très clairement, c'est maintenant très bien inscrit. Et puis, il y a tout ce travail qui est fait évidemment main dans la main avec les régions, l'ONICEP et puis l'Éducation nationale, autour simplement de l'information sous toutes ses formes. Et avec une question qu'on évoquait juste avant en aparté, mais qui est le format de cette rencontre. C'est-à-dire, on pense toujours qu'il faut parler aux jeunes, l'inviter, faire des forums, etc. Le jeune, parfois, sur les forums, il est un peu perdu. Il n'ose pas forcément aller jusqu'au stand, il n'ose pas forcément prendre la parole vis-à-vis d'une personne qui l'intéresse mais ne connaît pas, etc. Et donc, il y a tout un travail à faire aussi de ce point de vue-là, à la fois avec les professeurs qui les poussent, qui ont un rôle, j'allais dire, d'accompagnant assez puissant, mais aussi avec les familles. Un jeune qui vient avec sa famille, c'est pas que sa famille veut le téléguider, c'est parfois aussi qu'elle va oser créer le lien avec l'adulte qu'il n'ose pas créer tout seul. Donc il y a vraiment un écosystème à travailler, et de ce point de vue-là, les 54 heures qui sont des heures élèves, c'est-à-dire pas des heures classe, mais des heures consacrées à l'élève, elles permettent aussi, vous voyez, de conjuguer ça sous une forme un peu différente et avec un écosystème un peu large. Donc il vaut mieux essayer de toucher la famille aussi, peut-être dans une des priorités. On s'adresse beaucoup aux jeunes, mais la famille, ça reste quand même aussi prioritaire. À mon avis, en tout cas, autant aux jeunes qu'à la famille. Soit parce que parfois on a besoin de déconstruire certaines représentations familiales. Vous savez, quand vous avez un jeune qui vous dit moi, j'aurais aimé faire ça, mais je ne pourrais pas parce que mes parents m'ont dit que c'était trop sophistiqué. C'est aux parents qu'il faut expliquer que ce n'est pas trop sophistiqué pour le jeune. Et quand je vous dis ça, c'est une expérience vécue à titre personnel. Enfin, voilà, j'ai un cas en tête très précis. Et puis parfois aussi parce que les parents, au contraire, ils vont aider à faire tomber la barrière de la timidité du jeune, parce qu'ils vont juste faire ce petit lien. Ils vont dire si, vas-y, va lui parler, ça a l'air bien. Puis après, on fait le travail. François Bonneau, peut-être en réaction à cela, et puis après, une question sur le livre blanc. Sur les 54 heures. Moi, monsieur le directeur, je pense qu'il faut que nous ayons une approche exigeante, mais souple. Pourquoi je dis ça? Je reviens à mon histoire de la classe de découverte du monde économique. Tout d'un coup, le jeune, pendant une semaine, va avoir, et ça va être absolument formidable. Si on dit c'est le mardi de 13h30 à 15h, c'est foutu. Ça peut être, et ça doit être, dans les programmes, dans les différentes matières. Et ça peut être un travail de professeurs qui, à un même moment, vont croiser les disciplines, etc., pour porter des messages. Ça suppose vraiment que la place de l'orientation, comme elle l'est aujourd'hui au niveau national, soit dans les programmes, dans les organisations des établissements, un des piliers fondamentaux, comme l'est la transmission d'un savoir, etc. On a besoin d'aider, il faut donner de la souplesse, il faut mettre ça au cœur des projets d'établissement, et que nous, au niveau des régions, nous apportions cette force, cet éclairage économique, cet éclairage social, cet éclairage territorial. C'est bien que ça se fasse au niveau des bassins qui sont les bassins de vie des gens, parce que ça crée des références dans un espace qui est un espace commun. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais que chacun vous ayez peut-être un petit mot de conclusion. Cécile Olivier, peut-être une dernière question. Oui, est-ce que vous pensez est-ce que l'Éducation nationale a une réflexion aussi sur les actions qui sont menées dans des établissements scolaires? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des proviseurs qui parfois
se demande un petit peu qui va venir dans son établissement, quelles sont les actions qui sont conduites. Est-ce qu'il y a une réflexion de labelliser un certain nombre d'actions ou il n'y a pas de réflexion sur cela? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, pour aller très vite, hein. D'abord, et en complément de ce que disait le président, il y a de la souplesse et des jalons. Quand on a un événement comme le printemps de l'orientation, par exemple, c'est un jalon. C'est-à-dire que maintenant, dans l'imaginaire du jeune, ça fait partie du jeu qu'au mois de mars, on a un temps un peu fort qui est organisé localement pour lui. Deuxièmement, il y a effectivement des processus de rencontre avec des entreprises ou de parrainage par des entreprises qui sont aujourd'hui en cours de structuration. Je pense notamment à Pitech, qui est un dispositif assez remarquable où on a vraiment un système de mentorat dans la classe par des salariés d'entreprise qui permettent ensuite aux jeunes de faire des stages dans cette entreprise, de développement professionnel, etc., etc. Donc oui, on a des dispositifs comme ça. Après ça, une fois encore, il ne faut pas rêver d'un jardin à la française dans lequel chacun entre dans une petite boîte, parce que l'orientation, c'est précisément 1 million d'interactions. Et si on commence à vouloir enfermer des interactions dans des boîtes, on va perdre en richesse. Et ça peut valoir comme mot de conclusion si on vous entend bien, vous pouvez imaginer un jardin à la française avec des boîtes, ça serait ça, quelque part? En tout cas, il faut, je pense, s'en prémunir. C'est-à-dire que c'est ouvrir le champ et ne pas le cloisonner. François Bonneau, dans le livre blanc des régions, nous souhaitons que les régions soient reconnues comme chefs de file, quelque part, sur l'orientation des jeunes. Je pense que dans le dialogue, ça doit être quelque chose qui doit être essentiel. Et on traduit ça en disant une agence régionale et le creuset au sein duquel, bien évidemment, l'éducation nationale, bien évidemment la région, bien évidemment tous ces acteurs économiques, bien évidemment ces services. Vous savez, quand vous abordez l'orientation avec des jeunes qui sont en bac pro, qui sont en bac pro dans des filières en tension, qui se posent la question de savoir si elles vont faire un BTS en initiale ou un BTS en alternance, etc. Avoir Pôle emploi dans des moments comme ça pour l'aider à réfléchir, pour apporter des éléments. Donc, une agence qui permet de mettre tous les partenaires et de faire vraiment un fonds commun permettant de développer avec beaucoup de réactivité, en tenant compte des aspirations et des demandes des établissements, en tenant compte également des réalités économiques, vraiment développer des actions. C'est ça que nous voulons faire. Edouard Geffray, d'un mot, ce serait possible? Vous l'entendez comment? La période veut que les fonctionnaires ne se prononcent pas sur des propositions politiques dont vous permettrez de ne pas réagir. Mais tout ce qui rend possible le travail commun, évidemment, participe de l'amélioration du système. Bon, François Bonneau, vous avez le mot de conclusion. Il nous reste une minute pour espérer pour notre jeunesse sur les questions d'orientation. Je vous laisse la parole. C'est fondamental sur le plan social. Nos jeunes aujourd'hui sont dans une situation d'inquiétude, parce que le monde bouge à une vitesse extraordinaire. Les éléments internationaux font que renforcer cette inquiétude. Il faut absolument que nous les aidions à construire cet avenir, à avoir une vision positive, optimiste, qui fasse du savoir, de la connaissance, un élément d'épanouissement personnel et collectif, c'est fondamental. Et deuxième aspect, c'est une urgence économique. On aura demain un blocage de notre performance économique et sociale à l'échelle nationale et à l'échelle des régions si on n'est pas capable de donner aux jeunes l'envie des compétences qui sont les compétences utiles. Donc on est sur un sujet absolument central, il va être dans le débat, il faut qu'il soit au-delà du débat national, véritablement dans l'opérationnel de nos activités. Voilà. Les régions y sont prêtes. Du concret sur nos territoires, c'est tout ce que tout le monde demande, j'imagine. Merci beaucoup, Edouard Geffray. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président Bonneau, merci beaucoup. Cécile Olivier, merci. Vous êtes rédactrice en chef à AEF Info. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Je remercie également la Tribune, qui est notre partenaire. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle controverse des régions.